La presse occidentale est remplie d'histoires inquiétantes concernant l'économie chinoise. On nous dit régulièrement que la croissance rapide de la Chine est terminée, que les données chinoises sont manipulées, qu'une crise financière chinoise se profile et que la Chine subira la même stagnation que le Japon au cours du dernier quart de siècle. Ceci est de la propagande américaine, pas la réalité. Oui, l'économie chinoise fait face à des vents contraires, principalement créés par les États-Unis. Pourtant, la Chine peut, et je crois qu'elle le fera, surmonter ces obstacles créés par les États-Unis et continuer sur sa voie de développement économique rapide. Le fait de base est que le produit intérieur brut PIB de la Chine a augmenté de 5,2% en 2023 comparé à 2,5% aux États-Unis. Sur une base par habitant, l'écart de croissance est encore plus grand, 5,4% en Chine comparé à 2% aux États-Unis. En 2024, la Chine surpassera de nouveau significativement les États-Unis. Il n'y a pas de grande crise de croissance malgré la rhétorique fervente dans la presse américaine. Oui, la Chine ralentit à mesure qu'elle s'enrichit, mais elle continue de croître considérablement plus vite qu'aux États-Unis et en Europe. Il y a certainement des problèmes, mais les principaux proviennent des États-Unis et non de l'économie intérieure de la Chine. Tout d'abord, il y a le problème de perception. Les États-Unis véhiculent une narrative négative à propos de la Chine. Nous avons récemment appris que l'ancien président américain Donald Trump avait chargé la CIA de répandre une propagande malveillante sur l'économie chinoise sur les réseaux sociaux à partir de 2019. Une tactique spécifique de la CIA était de dénigrer l'importante initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Deuxièmement, il y a la montée du protectionnisme américain. Au cours des 20 années de 2000 à 2020, la Chine s'est affairée à développer ses nouvelles industries vertes et numériques. Maîtrisant les véhicules électriques, la 5G, les chaînes d'approvisionnement de batteries, les modules solaires, les éoliennes, l'énergie nucléaire de quatrième génération, la transmission d'énergie à longue distance et d'autres technologies de pointe. La Maison-Blanche et le Congrès, entre-temps, étaient aux mains des lobbies du pétrole, du gaz et du charbon, et donc sans stratégie pour les nouvelles technologies énergétiques. Finalement, le président américain Joe Biden et le Congrès ont convenu de protéger les industries américaines pour donner à l'Amérique le temps de récupérer du terrain perdu. Troisièmement, il y a la grande stratégie des États-Unis pour maintenir la primauté des États-Unis sur la Chine. Pour l'établissement de sécurité des États-Unis, il ne suffit pas de concurrencer la Chine sur une base honnête. Le gouvernement américain met également des obstacles sur le chemin de l'économie chinoise. Il semble incroyable que les États-Unis aillent jusqu'à saboter l'économie de la Chine, et pourtant, c'est effectivement ce qu'ils font. Une telle approche a été définie par un haut diplomate américain, l'ancien ambassadeur Robert Blackwell, en mars 2015, dans un article pour le Council on Foreign Relations, publié avec le co-auteur Ashley Tellis. L'article, à mon avis, était le lancement public d'une nouvelle politique de Washington envers la Chine, une politique qui a été suivie par les présidents Obama, Trump et Biden. Il vaut la peine de citer longuement Blackwell et Tellis pour comprendre le plan d'action des États-Unis. Depuis sa fondation, les États-Unis ont constamment poursuivi une grande stratégie axée sur l'acquisition et le maintien d'un pouvoir prééminent sur divers rivaux, d'abord sur le continent nord-américain, ensuite dans l'hémisphère occidental et enfin à l'échelle mondiale. Parce que l'effort américain pour intégrer la Chine dans l'ordre international libéral a maintenant généré de nouvelles menaces à la primauté des États-Unis en Asie, et pourrait finalement entraîner un défi conséquent à la puissance américaine à l'échelle mondiale, Washington a besoin d'une nouvelle grande stratégie vis-à-vis de la Chine qui se concentre sur l'équilibrage de la montée en puissance chinoise plutôt que de continuer à assister à son ascension. Ces changements, qui constituent le cœur d'une stratégie d'équilibrage alternative, doivent découler de la reconnaissance claire
que la préservation de la primauté des États-Unis dans le système mondial devrait rester l'objectif central de la grande stratégie des États-Unis au XXIe siècle. Soutenir ce statut face à la montée en puissance de la Chine nécessite, entre autres, de revitaliser l'économie américaine pour favoriser ces innovations perturbatrices qui confèrent aux États-Unis des avantages économiques asymétriques par rapport aux autres. Créer de nouveaux arrangements commerciaux préférentiels parmi les amis et alliés des États-Unis pour augmenter leurs gains mutuels à travers des instruments qui excluent consciemment la Chine. Recréer un régime de contrôle technologique impliquant les alliés des États-Unis qui empêche la Chine d'acquérir des capacités militaires et stratégiques lui permettant d'infliger un dommage stratégique à fort levier aux États-Unis et à ses partenaires. Construire de manière concertée les capacités politico-militaires des amis et alliés des États-Unis à la périphérie de la Chine. Et améliorer la capacité des forces militaires américaines à projeter efficacement leur puissance le long des littoraux asiatiques malgré toute opposition chinoise, tout en continuant à travailler avec la Chine de diverses manières qui conviennent à son importance pour les intérêts nationaux américains. Ces déclarations de Blackwell et Tellis sont remarquables pour deux raisons. Premièrement, elles exposent explicitement la grande stratégie de l'Amérique sans ambiguïté. Préserver la primauté de l'Amérique dans le système mondial, y compris vis-à-vis de la Chine. Deuxièmement, elles énumèrent, déjà en mars 2015, les politiques réelles poursuivies par les États-Unis au cours de la dernière décennie. Considérez les 5 politiques recommandées par Blackwell et Tellis. D'abord, revitaliser l'économie américaine. D'accord, cela semble juste. Les États-Unis doivent remettre de l'ordre dans leur économie. Deuxièmement, créer de nouveaux accords commerciaux américains avec l'Asie qui excluent consciemment la Chine. C'est une idée absurde, puisque la Chine est la plus grande économie d'Asie. Pourtant, Obama a tenté, et échoué, de créer le partenariat transpacifique pour exclure la Chine, tandis que Trump et Biden ont poursuivi un protectionnisme flagrant contre la Chine, notamment sous forme d'augmentation unilatérale des tarifs douaniers en violation des engagements pris auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Troisièmement, recréer un régime de contrôle technologique pour limiter l'accès de la Chine aux hautes technologies. Cela est actuellement en cours, notamment avec les nouvelles limites sur l'exportation de technologies avancées de semi-conducteurs vers la Chine. Quatrièmement, renforcer les alliances politico-militaires aux frontières de la Chine. C'est la stratégie des États-Unis avec l'AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, le Quad, Australie, Inde, Japon, États-Unis, et la triade États-Unis, Japon, Philippines. Cinquièmement, renforcer l'armée américaine le long des marges asiatiques malgré l'opposition chinoise. Cela se produit également avec l'Australie, le Japon, les Philippines et ailleurs. L'objectif de primauté de l'Amérique est dangereusement mal avisé. Étant donné que la Chine a 4 fois la population des États-Unis, la seule façon pour l'économie américaine de rester plus grande que celle de la Chine serait que la Chine reste bloquée à moins d'un quart du PIB américain par personne. Il n'y a aucune raison pour que cela se produise. Si cela se produisait, cela signifierait beaucoup de souffrance en Chine et une grande perte de dynamisme mondial. La primauté ne devrait pas être l'objectif des États-Unis, ni celui de la Chine, ni en effet celui d'aucun pays. L'unique objectif censé pour les grandes puissances est la prospérité mutuelle, la sécurité commune et la coopération mondiale concernant les défis communs tels que la durabilité environnementale et la paix. Le manuel américain, utilisant le commerce, la technologie, les politiques financières et militaires pour arrêter un autre pays, n'est pas nouveau pour les États-Unis. C'était bien sûr le plan de jeu des États-Unis pour contenir l'Union soviétique pendant les années 1950-1980. Il a été déployé à nouveau à la fin des années 1980 pour arrêter la croissance rapide du Japon, un allié américain, parce que le Japon surpassait l'industrie américaine.
Les États-Unis ont forcé le Japon à accepter des contraintes d'exportation volontaires et un yen surévalué. Ainsi, la croissance économique du Japon a chuté et le Japon est entré dans une crise financière prolongée. La Chine, cependant, n'est pas le Japon. Elle est beaucoup plus grande, plus puissante et n'est pas soumise aux États-Unis. Contrairement au Japon dans les années 90, la Chine n'a pas besoin et ne restera pas inactive, tandis que les États-Unis poursuivent des politiques commerciales et technologiques pour ralentir la croissance économique de la Chine. Pour comprendre les choix de politique de la Chine, rappelons l'identité de la comptabilité du revenu national selon laquelle le PIB équivaut à C plus IGXM. C'est-à-dire que le PIB de la Chine peut être consommé, C, investi, I, consommé par le gouvernement, G, exporté X, ou utilisé pour remplacer les importations, M. Les exportations de la Chine peuvent se diriger vers les États-Unis et l'Europe, ou vers le reste du monde. Ces dernières années, les marchés américains et européens sont devenus de plus en plus fermés aux exportations chinoises. En 2023, les États-Unis ont importé pour 427 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine, contre 536 milliards de dollars en 2022. En part du PIB américain, les importations en provenance de Chine représentaient 2,6% en 2018, mais ont diminué pour atteindre seulement 1,6% en 2023, résultat du protectionnisme américain sous Trump et Biden. Voici donc les choix de politique économique auxquels la Chine est confrontée. Avec la production de biens et de services qui continue d'augmenter en Chine, et avec la baisse des exportations vers les États-Unis, la Chine fait face à un excès global d'offres de biens. Cet excès d'offres va réduire le PIB et pourrait même créer une récession en Chine si des mesures politiques ne sont pas prises pour y remédier. Les États-Unis demandent à la Chine d'augmenter sa consommation pour compenser la baisse de ses exportations. Par exemple, la Chine pourrait réduire les impôts pour stimuler la consommation. Le problème avec la recommandation des États-Unis est que la Chine risquerait de passer à une croissance plus faible et à des déficits budgétaires plus élevés, comme aux États-Unis. Une deuxième option serait que la Chine augmente les investissements domestiques, par exemple pour accélérer la transition de la Chine vers une économie zéro carbone. Il y a certains mérites à stimuler l'investissement domestique pour compenser une partie de la réduction des exportations vers les États-Unis. Une troisième option serait de stimuler la consommation gouvernementale. Cette politique entraînerait également probablement une croissance plus lente et des déficits budgétaires plus élevés. Une quatrième option est d'augmenter les exportations vers les pays en développement. Cette approche présente beaucoup d'avantages. Si le marché américain est fermé et que le marché européen se ferme, car l'Europe devient plus protectionniste, alors la Chine peut déplacer ses exportations vers les marchés émergents. Une partie de cela se produira automatiquement. À mesure que les États-Unis achètent moins de produits chinois et davantage, disons du Vietnam, alors le Vietnam achètera plus de biens intermédiaires de la Chine pour les transformer et les exporter vers les États-Unis. Certaines des réorientations des exportations nécessiteront cependant de nouvelles politiques chinoises. Le pouvoir d'achat des économies émergentes est généralement inférieur à celui des États-Unis et de l'Europe. Oui, les économies émergentes aimeraient acheter ce que la Chine a à offrir, des modules solaires, des éoliennes, la 5G et le reste, mais auront besoin de plus de prêts pour cela. Pour que la Chine vende beaucoup plus aux économies émergentes, elle devra augmenter les prêts et les investissements directs étrangers vers ces économies. Par exemple, en développant l'initiative La Ceinture et la Route, et les prêts par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et la Nouvelle Banque de développement. Il peut y avoir une certaine résistance parmi les décideurs chinois à augmenter les prêts aux économies émergentes, puisque certaines de ces économies sont déjà en difficulté de dette. Pourtant, les économies émergentes ont généralement un potentiel de croissance très élevé. Leur dette n'est pas trop élevée, tant que la dette bénéficie d'une période de remboursement suffisamment longue,
maturité. Les économies émergentes ont principalement besoin de temps pour croître et ainsi être capables de rembourser la Chine pour les prêts. Voici donc mon propre résumé de la situation économique en Chine. Le côté offre de l'économie chinoise continue de croître rapidement. Le PIB potentiel de la Chine continue d'augmenter à un rythme de 5% par an ou plus. De plus, la qualité de cette production est élevée et en hausse. La Chine est le producteur à faible coût mondial de biens dont le reste du monde a besoin. Système énergétique à zéro carbone, réseau numérique 5G et des infrastructures de haute qualité, telles que les chemins de fer interurbains rapides. Le problème de la Chine n'est pas du côté de l'offre, mais du côté de la demande. La Chine fait face à des contraintes de demande principalement parce que les États-Unis ont érigé des barrières contre les exportations chinoises vers le marché américain, et l'Europe semble susceptible de suivre les États-Unis dans cette voie. Alors que la Chine pourrait potentiellement compenser ce ralentissement des exportations en augmentant la consommation intérieure, il serait judicieux d'augmenter ses exportations vers les économies émergentes, en partie en développant des programmes importants tels que l'initiative La Ceinture et la Route. Pour ce faire prudemment, la Chine devrait augmenter ses prêts à long terme aux économies émergentes. Je ne nie pas qu'il existe d'autres défis auxquels l'économie chinoise est confrontée, comme certains investissements excessifs temporaires dans l'immobilier ou certains emprunts excessifs de la part de certains gouvernements locaux. Pourtant, je crois que de tels problèmes sont à court terme et cycliques, et non à long terme et structurels. Il y a également des domaines qui nécessitent davantage de réformes, c'est certain, comme le système de Hukou, résidence urbaine. Là encore, ces défis de réforme sont en cours et très susceptibles d'être résolus avec succès. Je voudrais voir la Chine continuer sa croissance rapide, et oui, dépasser les États-Unis en PIB au prix du marché actuel et au taux de change, ce qui convient à un pays qui est 4 fois plus peuplé que les États-Unis. Je note qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, la Chine a déjà dépassé les États-Unis en 2017, selon les données du FMI, et rien de terrible ne s'est produit pour les États-Unis. La croissance économique de la Chine profite non seulement à la Chine, mais aussi au monde entier. La Chine a introduit de nouvelles technologies efficaces allant d'un traitement moderne contre le paludisme, l'artémisinine, à des systèmes d'énergie zéro carbone à faible coût et des systèmes 5G économiques. Nous devrions encourager le développement rapide continu de la Chine. Nous devrions abandonner les idées puériles de primauté et adopter des idées matures de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mondiale pour protéger la planète. Le monde ne veut ni n'a besoin d'un pays dominant unique. En effet, cela n'est même pas réalisable dans notre monde actuel. La meilleure solution pour l'économie mondiale serait que la Chine, les États-Unis et l'Europe maintiennent un commerce ouvert et des politiques industrielles mutuellement convenues. Cependant, si les États-Unis et l'Europe adoptent une position fortement protectionniste contre la Chine, alors la meilleure réponse pour la Chine serait d'accélérer ses relations commerciales et financières réussies et croissantes avec les économies émergentes. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.